Bonjour et bienvenue à votre bulletin Les Nouvelles du Sud-Ouest. Voici votre actualité pour la semaine du 11 novembre 2019. Donc, grâce à M. Goyette et son merveilleux don, fait en sorte qu'aujourd'hui, on a plus de 50 personnes qui viennent à chaque semaine, 30 par jour. Bonjour à tous et bienvenue à l'Actuel. Merci beaucoup d'être encore une fois aussi nombreux pour le lancement officiel de la campagne d'Opération Nez Rouge Vaudreuil-Dorion. Alors, le BIEC, c'est les bourses d'initiative à l'entrepreneur collectif. C'est un programme de bourse, en fait, qui a été déployé par l'ensemble des 3 pôles d'économie sociale de la Montérégie. Alors, le gouvernement a déposé un projet de loi, le projet de loi 40, qui, pour l'instant, ce qu'il semble être les objectifs, c'est de réorganiser la commission scolaire en ce qu'il change de nom. Le 7 novembre passé avait lieu une soirée en l'honneur de M. Robert Goyette afin de souligner le don du bâtiment dans lequel le Centre Horizon dessert ses services. En effet, M. Goyette, propriétaire de la chapelle, a légué ce magnifique endroit qui continuera d'offrir des activités de jour et de répit aux personnes handicapées et à leurs familles à travers la Montérégie-Ouest. En fait, c'est un concours de circonstances. En 2015 à peu près, j'ai appris que la fabrique de Saint-Joachim de Châteauguay voulait se défaire de la chapelle Saint-Maxime qui était ici à Léry. Et puis j'ai commencé une négociation avec eux. Nous sommes arrivés à une entente de prix. Et à ce moment-là, j'avais des idées en tête de développement très lucratif pour ce bel endroit de 300 quelques mille pieds carrés sur le bord du lac Saint-Louis, propriétaire d'un terrain sur les rives du lac où il y avait accès au lac. Et je rêvais d'un développement, disons, de condos en hauteur et qui aurait été le bienvenu pour les rives, etc. Et ça aurait été un apport commercial et pour nous, un retour de l'investissement que nous croyons très intéressant, très important. Entre-temps, un après-midi d'automne, je pense, Madame Lynne Loisel, cette grande dame de Sainte-Martine, qui était à ce moment-là la présidente de Horizon, est venue me rencontrer à mon bureau de Sainte-Martine pour solliciter de l'argent ou une aide dans le but de construire un centre centre multifonctionnel pour adultes handicapés. On ne savait où, peut-être à Mercier, dans les environs. Et j'ai été tellement impressionné par l'aura de cette grande dame, par la générosité qu'elle dégageait, par l'amour dans ses paroles, etc., elle-même une maman d'un adulte handicapé, que je lui ai dit, écoutez, j'aimerais vous amener à Ville-de-Léry. Je viens d'acquérir une chapelle là, qui peut-être pourra être la réalisation de votre rêve, de votre souhait, de votre vision. Puis on est arrivés ici tous les deux ensemble, puis évidemment, là, ce qu'elle a vu, c'était vétus, c'était pas aussi beau qu'aujourd'hui, là, mais on a tous les deux vu Horizon naître ici, là. Ça me paraissait assez évident dans ce lieu magnifique sur le bord du lac. Et comme ça, j'ai commencé avec eux, beaucoup de bénévoles, faire des rénovations. J'ai fait changer les fenêtres, le toit, etc., etc. Et je lui ai dit, bien, vous allez vous installer, on va rénover ça ensemble. Il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup de donateurs, des gens qui ont fourni le stationnement, d'autres qui ont aidé pour le système de climatisation, le chauffage, etc., etc. Et puis, si ça prend forme réellement, là, j'ai un deuxième projet. Et puis, ça a pris forme. Et là, ils accueillent, bon an, mal an, ici, peut-être jusqu'à 25 personnes par jour. Et il y a une belle administration solide, un conseil d'administration bien rodé, bien aguerri. Et là, j'ai eu confiance que ce ne serait pas un feu de paille. Et là, j'ai décidé de
avec l'aide de mon entreprise Mexuscan Cargo, j'ai décidé de passer du rêve aux actes. Et ça se concrétise aujourd'hui. Le Centre Horizon, c'est un centre d'activité de jour à la base, d'un centre de 21 ans et plus. Donc, nous, après la scolarisation, les jeunes adultes qui n'ont pas d'endroit d'activité viennent ici. Donc, sous forme de jeu, sous forme de stimulation, sous forme d'apprentissage, il y a cuisine, on a de la zoothérapie. Aussi, on est ouvert 5 jours par semaine, ce qui fait en sorte qu'on est assez unique dans notre genre parce que nous, on prend tout handicap. Ce qui veut dire qu'on a des autistes, on a des déficients physiques, des déficients intellectuels et des troubles de comportement. Donc, nous, on les met tout ensemble, on fait des petits groupes, puis on les anime. Aussi, on a un service de répit les fins de semaine. Donc, les fins de semaine, pour les parents, les gens arrivent le vendredi à 7 heures. On a un service de 48 heures de répit couché. On a 8 lits en bas, ce qui veut dire que les parents peuvent avoir du répit et on offre ce service-là. Donc, le Centre Horizon, c'est un centre qui est multifonctionnel à la base. On est sur 3 endroits. On dessert plus de 50 participants par semaine, donc 30 par jour sur 3 endroits, au-dessus de 25 employés. Donc, nous avons des éducatrices spécialisées, des bénévoles, des accompagnatrices, des techniciennes, des stagiaires. Beaucoup, on fait affaire aussi avec les écoles, les hôpitaux. Donc, on a tout ce genre de services-là. Et aussi, on est en pleine expansion, donc on veut aller desservir le maximum de personnes parce qu'il y a encore beaucoup de monde sur la liste. On veut permettre de réduire le plus possible les listes parce qu'il y en a encore beaucoup. Vous savez, notre clientèle, c'est une clientèle qui est un peu abandonnée parce que c'est une clientèle souvent très lourde, donc pas de place. Donc, nous, on les prend ici. Moi, j'ai 8 enfants, tous en très bonne santé. Et j'ai 8 petits-enfants, également en très bonne santé. Et quand je vois le don de la vie que ces parents le donnent, et moi, le privilège que j'ai eu par la vie d'avoir tous ces beaux enfants en très bonne santé, parce que la santé, c'est le pilier de notre vie. Hein? Donc, ça m'a inspiré. Puis là, j'ai oublié le côté, le côté lucratif de mon investissement de base. Puis j'ai dit, bien, on va passer à autre chose. Et j'ai fait un genre de conseil de famille chez nous avec mes enfants. Et puis, on dit, oui, papa, oui. Ah oui, on embarque avec toi, Et d'ailleurs, ma conjointe Suzanne, elle vient ici presque elle fréquemment en tout cas, et elle a un chien qui fait de la zoothérapie. Et lorsqu'elle vient ici ou à l'autre centre, à Champlain, tous les participants la connaissent très, très bien, puis c'est tout René Landjoie. Puis le petit chien s'appelle Patch, qui est adorable. Et puis Patch est ici et là, il s'embrasse. C'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel. Donc, pour nous, ce don-là est immense. Comme je vous ai dit tantôt, on dessert plus de 50 familles. Donc, c'est des gens qui sont à la maison après leur scolarisation, qui ont été stimulés pendant toutes ces années, puis qu'à un moment donné, on dit « c'est terminé ». Donc, grâce à M. Goyette et son merveilleux don, fait en sorte qu'aujourd'hui, on a plus de 50 personnes qui viennent à chaque semaine, 30 par jour. Donc, ça signifie aussi la continuité d'un travail qui a été fait pendant plusieurs années. Vous savez, dès la naissance, ils sont pris en charge, que ce soit médical, scolarisation. M. Goyette, avec ce don-là, nous permet de continuer. On les prend à partir de 18 ans jusqu'à 64 ans. Donc, on est très large comme service. Vous savez, ça fait seulement 3 ans et demi qu'on est ouvert. Donc, déjà, là, on est parti avec quelques participants. On est rendu à près de 200 familles desservies depuis 3 ans et demi. Oui, effectivement, on a des projets d'expansion. Comme je vous ai dit tantôt, il reste encore plusieurs noms sur la liste d'attente. On a un projet maintenant, sachant qu'on a un terrain, on a une valeur. On a beaucoup d'espace aussi sur le côté. Donc, on a un projet de résidence pour accueillir ces gens-là aussi, avoir un futur chez soi, qu'ils soient capables de vivre aussi et qu'on laisse aussi les parents avoir une certaine liberté de pouvoir venir les voir à l'occasion ou comme ils veulent, mais d'avoir un chez-soi. De sentir aussi que ces enfants-là, à la base, c'est des êtres humains. Puis c'est pas juste des transporter d'un côté de l'autre ou d'un hôpital à l'autre ou d'un centre à un autre, c'est d'avoir aussi un chez-soi. Donc, ce que l'Horizon veut faire éventuellement, c'est d'être multifonctionnel, d'avoir une résidence, puis dans la résidence, les participants vont pouvoir se promener d'une activité à l'autre via nos 3 sites. Vous savez, moi, j'ai jamais cru ça vraiment, un missionnaire. Le missionnaire le fait toujours un petit peu pour lui. Hein. Puis moi, je suis comme ça. Je le fais un petit peu pour moi. Par exemple, à l'occasion, une fois par 2 ans peut-être, ma conjointe va acheter des petits cadeaux selon l'âge mental et là, Papa Noël, Maman Noël, Patch Noël
viennent à Horizon et de voir là, ce qu'on appelle leur nom, voir la joie dans leurs yeux, vraiment, c'est mon cadeau pour l'année. Donc, je me fais des cadeaux, en fait. C'est très important pour moi parce que je suis un parent d'un enfant handicapé, lourdement handicapé, donc ça prend toute une importance pour moi. Et vous savez, on parle souvent des mauvaises nouvelles, on parle souvent de choses qui arrivent tragiques. Rare, on voit ce genre de geste-là. Vous savez, c'est un don qui est équivalent à un don de 750 000 $. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est très important de honorer ce genre de choses-là parce que pour moi, en tant que parent, ça me donne l'espoir que mon fils va pouvoir aller à un endroit. Pour un parent d'un enfant handicapé, là, ça fait tellement de différence. Vous savez, vous avez une porte qu'on vous dit « il n'y a absolument plus rien », on vous abandonne, puis une autre porte, on vous dit « grâce à un monsieur, voici ce que vous pouvez faire ». Puis grâce à lui, on va grandir, on va pouvoir se permettre de faire une résidence, on va prendre beaucoup d'expansion pour prendre le maximum de gens qui n'ont pas de service. Donc, un homme comme M. Goyette, on doit l'honorer puis on doit le crier partout parce que c'est important. On dit souvent qu'on reconnaît une personne pas par son geste, mais par les dons qu'il fait. Et une personne comme ça peut être un don de soi, ça peut être un don d'argent. Puis vous savez que M. Goyette, c'est pas juste un don financier, il est très impliqué dans la cause. Sa femme vient souvent, on fait de la zoothérapie avec son chien qui s'appelle Patch. Il est très présent avec les participants qui aiment beaucoup. M. Goyette, c'est pas juste un chèque qu'il nous a remis, mais c'est un amour qu'il nous apporte, un soutien, une espèce de courage qui nous donne de continuer. Donc, c'est très important de l'honorer ce soir, M. Goyette. Je m'y attendais pas. Honnêtement, là, ce que Thierry, le président, m'a informé, je m'y attendais pas. Mais je suis très flatté. Très, très flatté. Et ému aussi. Le Centre d'action bénévole L'Actuel a procédé au coup d'envoi de la campagne 2019 d'Opération Nez Rouge de Vaudreuil-Dorion. Le comité organisateur était présent afin de nous dévoiler la thématique ainsi que les nouveautés de cette année. Bonjour à tous et bienvenue à L'Actuel. Merci beaucoup d'être encore une fois aussi nombreux pour le lancement officiel de la campagne d'Opération Nez Rouge Vaudreuil-Dorion. L'objectif des campagnes, c'est de favoriser une conscience sociale pour que les citoyens de partout au Québec adoptent un comportement responsable face à la conduite avec les facultés affaiblies, tout en encourageant un organisme local. Caroline le mentionnait, mais je trouve important de redire à la population que la totalité des dons perçus durant toute la campagne est remis à un organisme local qui est l'Actuel et qui est réinvesti en service auprès des jeunes en difficulté de la région. Encore aujourd'hui, l'alcool au volant est l'une des principales causes d'accidents au Québec. Chaque année, les victimes dues à l'alcool causent en moyenne 100 décès et plus de 2000 victimes. De 2013 à 2017, 28,4 % des conducteurs décédés sur les routes du Québec dépassaient la limite permise d'alcool dans le sang, tandis qu'en Montérégie, ce pourcentage s'élevait à 38 %. Avoir les facultés affaiblies ne se limite pas qu'au taux d'alcool ou au nombre de consommations. Le stress, la fatigue, la prise de médicaments et les drogues affectent également la capacité de conduire. Combinés, ces facteurs sont extrêmement dangereux. D'ailleurs, bien que la consommation de cannabis soit légale, il est interdit de conduire après en avoir consommé. Ici, à Vaudreuil-Dorion, nous remarquons combien le dynamisme des nombreux bénévoles est pour beaucoup dans ces efforts concertés à générer, année après année, des raccompagnements sécuritaires. De plus, l'organisme L'Actuel permet la mise en œuvre d'une structure concertée et son rôle demeure essentiel et vivement apprécié de la part des nombreux partenaires qui, comme Desjardins, considèrent la sécurité routière comme un enjeu préoccupant auquel il faut intervenir collectivement. Tous les ans, avec plus de 50 000 bénévoles sur le terrain, l'Opération Nez Rouge est un formidable exemple d'engagement citoyen. Une organisation faite par la communauté pour la communauté. Grâce à ces bénévoles, encore plus de Québécois retourneront à la maison en toute sécurité durant la période des fêtes. Je salue leur engagement et particulièrement ceux de la région qui offrent sans compter temps et énergie pour que les routes québécoises soient de plus en plus sécuritaires. Ici, à Vaudreuil, c'est une soixantaine de bénévoles
qu'on a besoin par soir d'ouverture pour être capable de répondre à toutes les demandes de raccompagnement. Et on connaît bien les fins de semaine les plus achalandées. Donc, on sait d'avance que la fin de semaine du 13, 14, 20, 21 décembre, il y aura beaucoup de demandes. Et à ce moment-là, c'est plus d'une centaine de bénévoles qu'on a besoin pour être sûr que les demandes soient toutes répondues. Nous sommes énormément fiers du service de raccompagnement que nous offrons. C'est un service par et pour la communauté. Une campagne, c'est plus de 300 bénévoles qui réalisent plus de 800 raccompagnements. Et ça, ce n'est pas rien faire ça. Nous encourageons les citoyens à offrir de leur temps et à venir seuls ou en groupe pour vivre une expérience unique. Encore une fois, cette année, l'application Opération Nez Rouge est un incontournable à télécharger dès maintenant dans vos téléphones. Cela permet d'obtenir un transport facilement ou un numéro de taxi quand la centrale n'est pas ouverte. Alors, si vous appelez pour avoir un raccompagnement puis on est fermé, vous allez être automatiquement dirigé vers le numéro de téléphone du taxi de l'avoisinage. Notre but étant toujours que les gens retournent en sécurité à la maison. De plus, l'application mobile permettra de géolocaliser les équipes sur la route pour faciliter la répartition des assignations ainsi que les communications entre les bénévoles sur la route et ceux de la centrale. Les bénévoles ne seront plus obligés de téléphoner pour recevoir une nouvelle demande de transport ou de communiquer leur temps de pause. Tout va se faire automatiquement sur le téléphone. Alors, par vos actions, en combinant nos efforts, nous ferons en sorte que les citoyens de la grande région de Vaudreuil-Soulanges puissent vivre un temps des fêtes des plus festifs et surtout entourés de tous les membres de leur famille. Alors, j'invite donc la population à mobiliser leur équipe, mobiliser leur entourage, leurs amis. Pourquoi ne pas lancer un défi? Même, on en voit plein passer sur Facebook, d'inviter un ami à faire une équipe, à s'inscrire cette année comme bénévole. Ça serait très intéressant de voir aller ça. Alors, je vous souhaite à tous une très belle campagne 2017. Dans le cadre de la première édition des bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif de la Montérégie, un montant de 200 000 $ a été investi en bourses variant de 2 000 à 10 000 $ pour soutenir des initiatives d'entrepreneuriat collectif réparties dans toutes les MRC de la Montérégie. Alors, le BIEC, c'est les bourses d'initiative à l'entrepreneuriat collectif. C'est un programme de bourse, en fait, qui a été déployé par l'ensemble des 3 pôles d'économie sociale de la Montérégie. Donc, le pôle d'économie sociale Vallée du Haut-Saint-Laurent faisait partie de cette alliance-là. Donc, en 2018, l'année passée, l'année précédente, sous l'impulsion, en fait, du pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie, donc l'Est qui est nos collègues, en fait, nos homologues de cette région-là, nous ont contactés pour dire on a une idée, on aimerait ça faire un gros projet pan-Montérégie avec un programme de bourse, on aimerait ça impliquer là-dedans les élus et les municipalités régionales de comté. Donc, c'est ce qu'on a déployé, en fait. On l'a annoncé en avril passé, un programme qui comportait 420 000 $ en bourse au total pour 2 appels de projet. Donc, ce mois-ci, en fait, au 1er novembre, on a annoncé 32 lauréats sur l'ensemble du territoire de la Montérégie. Donc, ces lauréats-là vont méritent, dans le fond, 200 000 $ en bourse. Et on a procédé, donc, c'est ça, au dévoilement le 1er novembre dernier. Il y a un premier appel de projet qui a eu lieu, donc, c'est ça, au début de l'année, au mois de mai. Et les entreprises d'économie sociale étaient invitées, dans le fond, à soumettre une idée de projet, donc n'importe quel type de projet qu'ils pourraient, dans le fond, penser à vouloir déployer à l'intérieur de leurs entreprises. Et ça pouvait également être des nouveaux projets en économie sociale également. Donc, toute l'idée, en fait, derrière le BIEC, le programme des BIEC, c'est vraiment pour insuffler un nouveau vent de changement ou un nouveau vent, dans le fond, à l'économie sociale dans le territoire de la Montérégie. Et donc, les entreprises sur le territoire, bien, c'est ça. Je vais dévoiler, dans le fond, les 2 lauréats qui se sont mérités chacun une bourse de 5 000 $ dans la MRC, sur le territoire de la MRC de Roussillon, étaient Héritage Saint-Bernard, dans lesquels on est aujourd'hui, donc leur projet de Café de l'Île 2.0. Et la deuxième entreprise était la Société du musée du Grand Châteauguay, qui avait un super projet, en fait, éducatif, scolaire, qui, donc, pour la conservation de musée, qui va, donc, se sont mérités chacun de ces projets-là une bourse de 5 000 $. Quand on reçoit une bourse comme ça, celle-là, on s'est inscrit justement pour réaménager le café qui est ici. Ça faisait quand même 12 ans qu'on n'y avait pas touché. On avait besoin de revoir l'ensemble du café, puis que ce soit beaucoup plus ergonomique pour les employés, parce qu'on ne veut pas qu'ils se blessent non plus, puis on veut qu'il y ait de l'espace pour travailler. Puis tout ça, on a revu toute la décoration intérieure ici. Tout ça, bien, c'est pour le bien-être des citoyens qui viennent ici et qui prennent un café. La philosophie qui est derrière le Café de l'Île, premièrement, ce n'est pas un restaurant.
on ne fait pas de la cuisson, on ne fait pas de la friture. C'est vraiment, on ferme à 17h ou à 19h l'été. C'est vraiment pour accommoder les gens qui s'en vont en randonnée, tout ça. Donc, des produits, c'est des produits équitables, bio ou qui viennent de la région ici. On a un chef cuisinier qui est très imaginatif, Francis, qui prépare tout ça pour les gens. On veut que ce soit convivial, on veut que ce soit familial. Donc, c'est pour ça que vous allez voir des jeux un peu partout. Souvent, les familles viennent s'installer le samedi puis viennent jouer ensemble avec leurs parents. Et tout ce qu'on a fait, les meubles, on les a fait nous-mêmes ici à partir de matériaux recyclés, parce que c'est bien important pour nous avec les problèmes de consommation qu'on a, les réchauffements climatiques. Il faut absolument redonner une seconde vie aux objets qui existent déjà. Alors, c'est un montant de 5 000 $, puis ça va nous permettre de mettre à jour notre réserve, donc l'entrepôt où on a nos objets de collection, pour accueillir des groupes scolaires puis leur faire vivre, disons, une journée dans la vie du responsable des collections du musée. Donc, ils vont pouvoir documenter les objets de collection, dépoussiérer, faire un inventaire, prendre la photographie documentaire. Donc, vraiment, tout l'éventail du travail de la responsable des collections. Là, on est au moment de la mise à jour de la réserve, donc il faut quand même que les infrastructures permettent d'accueillir des groupes scolaires. Donc là, c'est ça, il faut installer de nouvelles étagères, attribuer des emplacements, avoir un coin de travail. On a aussi une tablette qu'on va utiliser pour faire de la saisie de données. Donc là, on est au grand débroussaillage, disons. On est en train de tout faire l'installation. Puis, donc, ça devrait être prêt pour la rentrée scolaire prochaine, qu'on va pouvoir accueillir les groupes. Bien, c'est une belle conjoncture, justement, qu'on annonce les résultats des BIEC dans ce mois-ci, parce que le mois de l'économie sociale, en fait, c'est une activité de sensibilisation à la grandeur de la province du Québec qui se déploie dans l'ensemble donc des MRC et des municipalités partout au Québec. Et c'est une activité, en fond, de rayonnement qui a été développée par encore les pôles d'économie sociale à travers la province. Et pour, dans le fond, pour souligner le coût, il y a un portail, en fait, qui est le moi-es.com, qui est un portail qui fait de la sensibilisation sur qu'est-ce que l'économie sociale, qu'est-ce que ça représente au Québec. Alors, bien, moi, ce que je peux vous dire notamment, c'est que l'économie sociale, c'est près de 48 milliards de chiffre d'affaires au Québec, puis c'est plus de 22 000 entreprises d'économie sociale qui existent. Donc, on trouvait important, en fait, l'ensemble des pôles de faire cette activité-là de sensibilisation, de donner un petit coup de publicité, si on veut, à ces entreprises-là qui sont moins connues sur l'ensemble du territoire. Donc, le pôle continue à faire cette promotion tout le long du mois de novembre. Donc, on invite vos auditeurs à venir consulter la page du pôle. Et sinon, notre site Internet économiesocialevhsl.com pour aller chercher l'information qui reliée à ça. Le Conseil des commissaires dépose un mémoire à la commission parlementaire. Alors, le gouvernement a déposé un projet de loi, le projet de loi 40, qui, pour l'instant, ce qu'il semble être les objectifs, c'est de réorganiser la commission scolaire en ce qu'il change de nom. Ça s'appellerait un centre de service, donc un C2S, centre de service scolaire. En fait, pour moi, c'est un changement de nom parce que c'est ce que c'est une commission scolaire. C'est un centre de service qui regroupe les besoins d'une organisation, d'un réseau d'établissements, comme je vous ai dit, primaire, secondaire, etc. Et les services en ressources humaines, les services en recrutement, en transport scolaire, entretien des bâtiments, etc. C'est ce qu'est la commission scolaire. Mais c'est plus que ça, la commission scolaire. La commission scolaire, c'est aussi l'endroit qui doit assurer la cohérence dans l'organisation de ce réseau. Et l'exemple que j'ai donné hier au ministre, quand je suis passée en commission parlementaire, c'est de dire, nous autres, un enfant nous est confié à partir de l'âge de 4 ou 5 ans, suivant où il commence son parcours, mais justement, on doit lui assurer un parcours qui va l'amener à la réussite de ses objectifs, de ses besoins. Et donc, ce n'est pas tout à l'école primaire que tout se passe, ce n'est pas tout à l'école secondaire que tout se passe. Ça peut être un bout de temps dans une école et s'il a des besoins particuliers dans une autre école, c'est un réseau. Et ce réseau-là, il faut que la commission scolaire assure la cohérence des actions de l'un à l'autre pour ne pas qu'il y ait un programme qui se donne dans une école et que 3 ans plus tard, dans l'école qui suit, ça ne se donne plus. Non, non, il faut qu'il y ait une continuité. Donc, il y a de l'autonomie, mais une autonomie qui est dans le sens du bien collectif. C'est la question qu'on a posée au ministre, que j'ai posée hier au ministre, parce que ce n'est pas clair. Tout n'est pas clair. Quand on joue dans une loi, on joue des articles de loi, mais il y a plus de 300 changements dans les articles, et il faut faire des liens avec des articles déjà existants. Donc, pour comprendre vraiment, on a demandé un temps d'arrêt.
avant de donner une opinion vraiment déterminée, on ne veut pas ça ou on veut ça, eh bien, on voudrait la comprendre et on voudrait aussi en parler avec nos partenaires. Parce que, on l'a vu quand on a fait le PEVR, la commission scolaire, le plan d'engagement vers la réussite, nous avons eu 16 000 de participants, 16 000 personnes qui ont participé à ça. Et à un moment donné, on en a eu plus de 500 la même journée à la même place, à exprimer des opinions différentes. Mais tout le monde s'est nourri des opinions des autres pour arriver à une décision. Et c'est ça qu'on attend du ministre, qu'il fasse cette étape-là. Lui, ce qu'il nous dit, il nous dit « j'ai consulté ». Oui, mais il a consulté un par un. Nous autres, on ne sait pas ce que les autres ont dit. On ne sait pas sur quoi ils se sont basés pour dire ce qu'ils ont dit. Et les autres n'ont pas entendu ce qu'on a à dire non plus. Fait que c'est difficile Moi, je pense que ce n'est pas une bonne façon de faire. Alors, une des choses qui a été, qui est le plus médiatisée actuellement, bien entendu, c'est la démocratie scolaire. Okay? C'est le fait qu'effectivement, la démocratie scolaire, comme toutes les démocraties, mais la démocratie scolaire particulièrement, souffre beaucoup du manque de participation des citoyens. Okay? C'est clair, on ne dit pas que ce n'est pas vrai, c'est exact. Donc la solution que le ministre apporte à ça, c'est de l'abolir. Il n'y aura plus de démocratie scolaire. Il y aura une forme de démocratie parce que c'est des parents entre eux qui vont s'élire, qui vont se choisir des représentants, mais c'est très limitatif. Nous, ce qu'on dit, c'est écoutez, à tout le moins, changeons pas quelque chose pour quelque chose de pire en termes de démocratie. Moi, écoutez, hier, je portais fièrement le coquelicot en disant, ben, écoutez, il y a des gens à travers le monde, et mes grands-pères et mon père se sont battus pour des démocraties. Ont voulu que la démocratie, et on dit dans les valeurs québécoises, on le dit et on n'arrête pas de le répéter, la liberté, c'est une société libre et démocratique. On dit ça dans les valeurs québécoises et d'une autre façon, le même gouvernement va dire on abolit la démocratie scolaire. Où est la cohérence? Est-ce qu'il y a besoin de bonifier ça? Oui. Il y a toutes sortes de solutions, mais on n'en a pas discuté. On arrive, on abolit. Et ce qui est proposé, c'est que je suis très à l'aise de le dire. À la dernière élection scolaire, il y a 5 ans, j'ai eu 5 900 personnes qui sont allées décider qui allait choisir les orientations de la commission scolaire, qui est-ce qui allait être les décideurs. 5 900 personnes. Ce qui est proposé actuellement dans le projet de loi ferait que ce serait 300 parents utilisateurs qui prendraient les décisions, qui choisiraient 6 personnes pour diriger cette organisation. Est-ce que... Écoute, c'est pas 4,25 sous pour une pièce, non? C'est 2,25 sous pour une pièce et demie. Tu sais, on convient que c'est pas... Je la comprends pas, je ne comprends pas. Et aussi le fait que ce soit le fait des parents utilisateurs qui va assurer toute la responsabilité de l'éducation d'un bien collectif où tout le monde cotise. Tout le monde cotise, tout le monde paye des taxes, que ce soit des taxes dans vos impôts ou des taxes scolaires. Tout le monde cotise. Est-ce que tout le monde devrait avoir le droit de parole là-dessus? Je pense que oui. L'éducation, c'est un objectif, c'est essentiel. Dans tous les pays au monde, il n'y a pas un seul pays qui ne reconnaît pas que l'éducation est un bien collectif et que c'est l'assurance de l'amélioration du développement d'un pays. Puis, qu'est-ce qu'on pense là? Est-ce que, moi, ce qui me fait, ce que je trouve triste au niveau de l'éducation, c'est qu'en plus, on va donner un pouvoir aux électeurs anglophones et on va le retirer aux francophones. Pourquoi c'est différent? Alors qu'en plus, on n'arrête pas de nous dire, et j'ai rencontré 17 ministres d'éducation, et les 17 ministres, l'un après l'autre, m'ont demandé « Expliquez-moi comment que ça se fait que le réseau anglophone a encore de meilleurs résultats que les francophones? » Bien, ce que je réponds, puis c'est pas moi qui réponds, on le sait, c'est que la collectivité est considérée comme des partenaires dans le réseau anglophone. L'école de la communauté. Et ça fait la grande différence. Donc, pourquoi eux continuent dans un système qui fonctionne bien et nous, on va nous retirer la possibilité de continuer là-dedans? Je ne saisis pas. Je ne saisis pas. Fait que j'ai été poser ces questions-là au ministre hier et aux membres de l'Assemblée nationale.